La vidéo, c'est comme le reste, il faut que ça respire. Je crois que c'était tout début octobre. Une toute petite chose, mais se dire, ah, ça, ce truc, tu devrais le prendre et ce sera bref. En fait, ça n'a pas été bref longtemps, mais c'était l'idée de ces petites choses qu'on partage au jour le jour, justement. C'était pas prévu pour devenir un journal. Et puis finalement, tu t'y attaches, et puis finalement, c'est plus des choses aussi brèves, et puis finalement, ça te prend là, c'est-à-dire cette conversation qu'on a tous intérieurement. C'est là qu'elle respire, et c'est là que le partage la nourrit. Et puis c'est le fait de le faire tous les jours qui t'amène à penser, à prendre la parole autrement. Par contre, il ne faut pas que ça devienne l'inverse. C'est-à-dire, si tu te réveilles le matin en disant qu'est-ce que je veux mettre ce soir dans la vidéo, là, c'est foutu. C'est pour ça que, vous savez, il y a 1 an et quelques, j'avais fait une série pendant 1 mois, Rabelais. Et là, en début d'année, j'avais fait une série, 1 mois, premier confinement, Marcel Proust. Quel bonheur. Alors, Edgar Poe, c'était un vieux projet aussi. Puis se rendre compte que ça fait 40 ans que j'ai ce livre, puis quasiment depuis que je suis tout petit comme ça, que je lis Edgar Poe. À un moment donné, il s'agit de faire le point, et puis tu le redécouvres autrement. J'en ai fait 10. Et là, pause. Mais hier, j'en ai refait une autre. Il y en a quelques-unes qui vont suivre. Mais alors, c'est paradoxal. Tu es dans Edgar Poe, et les idées qui te viennent en disant « Ah ça serait bien pour le petit journal ». Tu sais plus où les mettre, tu peux pas faire les deux en même temps. Peut-être finalement, pourquoi pas. Comme ça, une histoire que je dois raconter quand même. Tu es sur l'autoroute, tu conduis, je sais plus vers où, peut-être vers Ancenis. Tu passes devant ces suites d'entrepôts, il y a partout ces espèces d'entrepôts. Et puis en voilà un qui est ouvert. La question des hangars, en ce moment, ça me travaille, j'y reviendrai. Mais à cause d'histoires un peu biographiques de ma mère. Aussi à cause du fait que les hangars, c'est intérieur, extérieur, mêlé, confondu. En fait, tu mets un toit sur un extérieur. Et puis là, c'était écrit en gros, la savonnette. Non mais la savonnette. Tu te rends compte de faire une vidéo parce qu'un hangar en bord d'autoroute s'appelle la savonnette. Oui, mais il y avait un sous-titre sur l'enseigne. C'était marqué « Nettoyage camion » et puis aussi « Nettoyage intérieur des citernes ». Et là, tout d'un coup, là encore, bon souvenir, c'était... Alors, ça devait être 1975. Un boulot d'été. J'en ai parlé dans ce livre qui s'appelle Temps Machine, qui est chez Verdier, que j'aimerais bien reprendre d'ailleurs pour m'en occuper un peu mieux. Et dans ce boulot, c'était une usine de la Sarthe qui s'appelait le tabac reconstitué. Laissons les détails, mais je sais que dans ce boulot d'été, il fallait être avec des gros jets d'eau, avec des brosses et nettoyer l'intérieur de cuve. C'est-à-dire que tu descends dans des trucs qui sont encore à 30-35 degrés, tout en inox, tous les côtés, évidemment cylindrique, très long, évidemment infiniment résonnant. Dès que tu fais un petit choc, dès que tu parles, de toute façon, tu es tout seul, avec tes jets d'eau, avec ta vapeur, avec tes racloirs. Et puis toute la journée, tu vois... Bah, c'est une vie de sous-marin, quoi. Tu vois juste une espèce d'opercule sur le dessus, toi, ta baladeuse qui tombe là. Et puis en même temps, j'ai toujours gardé ce souvenir d'être dans l'intérieur d'une citerne inox vide, très chauffée, avec cette grande résonance. Allez pas me demander pourquoi ça me fait penser récit, littérature. Et bien là, en passant devant ce hangar près de l'autoroute, c'est ça. Puis tout d'un coup, tu converges pendant 150 km. Tu te dis, mais si j'avais fait ça comme boulot, c'est-à-dire à 25 ans ou 35 ans, se dire, j'achète un hangar, ça coûte pas cher, et tu te dis, nettoyer des camions, je sais faire, en plus j'aime les camions, c'est facile pour moi de nettoyer des camions, je peux le faire bien, je peux le faire avec précision, je peux le faire vraiment, nettoyer des camions. Encore qu'ils ne doivent pas être beaux, les camions, s'il faut qu'ils payent pour être... Et puis en plus, l'intérieur des citernes, tu fais la liste, qu'est-ce qui transporte les camions citernes que tu vois sur l'autoroute? Et puis toi, tu aurais nettoyé citernes, tu aurais eu ta vie. Une vie, finalement, peut-être plus simple.
moins de doutes. Pas la précarité, tous ces machins, moins de doutes sur toi-même. Puis finalement, ça s'est pas fait. J'ai pas eu l'idée d'acheter un hangar et de mettre dessus. J'aurais pas mis la savonnette, non, mais d'en faire un hangar à nettoyer les camions. J'avais un petit plan en 5 choses à dire. Je sais pas si je pourrais les dire toutes les 5. Faut déjà qu'on ouvre les bouquins. Ah, il y a du ravitaillement. Banque, point de banque, pour la banque, la facture, point de banque. Ça marche pas si mal, les histoires des bouquins. Je commence à être super organisé. Et il m'arrive aussi un autre truc, c'est que maintenant qu'il y a 50 titres, avec disons une dizaine qui marchent plus régulièrement, l'idée que finalement compterait moins de rajouter des titres et rajouter des titres que se dire j'ai des choses dont je suis maintenant un petit peu fier. Par exemple ça là. Alors celui-là, la pile, je vous dis que pour l'instant elle bouge pas trop. Description des hommes. Ou le truc sur Rabelais. Dedans Rabelais. Il y a des choses plus bizarres. Par exemple, ça c'est les dedans Rabelais. Celui qui est resté quasiment sans que personne jamais le demande. Conversation avec Keith Richards. C'est le seul livre de philosophie que j'ai écrit. J'en suis hyper fier. Mais tu te dis, tu le soignes sur la durée, sur la longueur. Et finalement, tu t'aperçois qu'il commence à partir. Alors, il y a quoi là? Ouais, Dehors est la ville. Ça, c'est le petit essai sur Hopper. J'en ai repris 5. Je crois que les 5, ça va vite filer. Il y en a déjà 2 que je dois envoyer à des gens dont j'ai servi l'envoi, mais j'en avais plus en stock. Un fait divers. Le livre paru chez Minuit en 94. Le dernier qu'on avait fait avec Minuit ensemble. Des choses qui me touchent énormément à titre personnel. C'est ici. Ah ouf, des Hopper, j'en avais pris un peu plus. Très bizarre aussi, au buffet de la gare d'Angoulême. C'est devenu une pièce de théâtre, mais ça partait d'un moment biographique. Je revenais d'un atelier que je faisais de façon hebdomadaire à la fac de sciences Bordeaux le matin, à la prison, centre de jeunes détenus l'après-midi, et puis le soir, une énorme pataquès d'autoroute, et je m'arrête à Angoulême. Puis beaucoup ces questions de suicide sur TGV, tu te bloques 1 heure au buffet de la gare d'Angoulême. Et puis cette pièce de théâtre, ensuite, elle est venue de là. Pendant longtemps, je me disais, est-ce que t'en fais un récit? Mais non, c'est ce texte dialogué. Il n'y aura pas d'autre forme. Ça aussi, proposer un éditeur. Mais quel éditeur? Pourquoi? Comment? Ah non, mais globalement, tu t'aperçois que sur 2 ans, sur 3 ans, ça circule un petit peu. Mes notes sur Balzac. 2 Angoulême, j'avais dû en prendre 5. Ah, Hopper, ouais, là j'avais dû en prendre 10 de Hopper. Ça va. Je suis mieux que je croyais. Balzac, Angoulême, donc j'en ai 5 d'avance. Balzac, j'en ai 5 d'avance. Un fait divers, j'en ai 5 d'avance. Je rangerai ça quand j'aurai fini. Une question qui me tracasse là-dessus, j'avais été très fier de cette idée. Ça, c'est une collection, j'étais hyper fier d'avoir eu l'idée. Des cahiers qui seraient en format plus grand, ce qui fait qu'en format plus grand, en nombre de pages plus réduit, mais avec une mise en page que j'aime travailler, ces mises en page plus aérées, on peut le glisser comme un cahier à côté de l'ordinateur portable. Puis en plus, c'est hyper costaud, c'est souple, j'ai du plaisir à le toucher. Et j'ai sorti 6 titres et je me disais, ce serait un peu mes cahiers de recherche, d'expérimentation. Mes textes sur Chessac, les textes sur Gina Pan, un autre truc de théâtre, Morsure. Ces cahiers, ça marche pas. Il faut que j'accepte l'idée, c'est-à-dire, ce qui est bizarre, c'est pas le fait que ça marche ou ça marche pas. De toute façon, c'est pas
grosses implications, si, de temps plus que d'argent, mais c'est se dire, pourquoi est-ce que tu croyais une bonne idée, ça ne prend pas. Pourtant, cette idée de petits laboratoires, mais de laboratoires qui soient moins sanctifiés, symboliques que la forme livre. Alors évidemment, il y en a là-dedans que je peux reprendre dans ce format, mais bon, question en cours, pour vous embêter avec ça. Nous vous remercions de cette charmante soirée. Vous avez fait assister aux expériences vraiment les plus intéressantes de la science moderne. Je disais tout à l'heure à la Mélanie Berthelot, je ne crois pas ici, nous aurions fait le dialogue ensemble. Je disais tout à l'heure à mon cher, mon vieil ami, Monsieur Berthelot, que la découverte du phonographe me paraît la chose la plus étonnante du 19e siècle, qui a produit une merveilleuse invention. Il me disait qu'il regardait le téléphone comme quelque chose de plus extraordinaire encore. Je voudrais qu'il suffise pour soutenir son opinion, qui j'en suis sûr est plus fondée que la mienne. Je lui disais aussi que la photographie est une chose prodigieuse. Il y a eu un truc très curieux il y a quelques jours, une petite vidéo avec la voix d'Ernest Renan. Ernest Renan, personnellement, c'est pas mon truc. Mais ce gars, c'était en 1896, c'était un dîner chez Gustave Eiffel. Là, vous savez, la tour Eiffel. Eh bien, Thomas Edison lui-même avait offert à Gustave Eiffel un gramophone. Donc la possibilité sur des cylindres de cire d'enregistrer sa voix et la réécouter. Et il demande à Renan d'improviser ce que fait Renan. Et Renan se met à parler de la question des inventions. Il met le phonographe, le téléphone et la photographie comme les trois inventions les plus prodigieuses du siècle. On est encore à la fin du 19e siècle. Et ce qui est marrant, c'est qu'il les classe. C'est-à-dire que pour lui, le phonographe est troisième, après le téléphone et après la photographie. Alors, sur le téléphone et sur le phonographe, par exemple, Proust a écrit sur le téléphone, mais il pratiquait le téléphone. Quant au phonographe, Proust a une page fabuleuse sur une digression, une improvisation, comme je fais là, sur l'idée suivante: si j'avais un enregistrement de la voix de ma mère, qu'est-ce que cela changerait à mon deuil ? Toujours ce mystère dans Proust, précisément parce que c'est embryonnaire, précisément parce que c'est pas réalisé par la technique, vous, dans la lecture, vous allez bien, bien plus loin. Et là, c'est Radio France autrefois, je l'avais acheté mais il y a 30 ans. C'est publié à l'époque, c'est les CD, waouh, un CD qui s'intitule Voix de poète. C'est très important pour moi parce que il y a Apollinaire, Artaud, Céline, Blaise Cendrars, Carco, Colette, Paul Fort, Prévert, Supervielle, Soupeau, Sarah. Et la lecture que fait Sarah est éminemment moderne. Les autres, c'est Apollinaire, sous le pomme, la boco, la saina. Et vous vous apercevez de comment l'histoire de la langue est aussi une histoire de sa prononciation. Alors quel regret qu'en 1913, on ait Apollinaire, et que Proust, qui est mort en 1922, il n'ait jamais fait l'expérience. En tout cas, ce truc de la notion d'invention prodigieuse. Nous, on a des trucs qui sont techniquement 1000 fois plus ambitieux, mais l'invention du téléphone, bon, le saut mental que ça concerne, justement, puisqu'il n'y avait pas l'imaginaire du téléphone. J'avais fait une vidéo déjà aussi là-dessus, depuis le chapitre du livre de McLuhan, Understanding Medias. Livre fabuleux, mais justement qui revient là-dessus, c'est-à-dire on cherche à superposer des flux télégraphiques différents à travers la même ligne. Comment un seul fil de télégraphe peut superposer plusieurs conversations. Et à partir de ce moment-là, Graham Bell, et puis d'autres quasiment en même temps que lui, ont pu
fabriquer cette reproduction de la voix à distance, mais c'est pas du tout ce qu'il cherchait. Et nous, qu'est-ce que c'est les inventions de notre propre temps qu'on dirait prodigieuses? Et ce mot prodigieuse, je porte encore dans la tête, là, 5 ou 6 jours après. Qu'est-ce que vous en dites? L'idée de continuer ces petites chroniques, rapides, comme ça, enregistrées, chargées, diffusées, sans charger la mule, quoi. J'ai vu une autre chose que je voulais placer là-dedans, c'est dans Facebook. Une amie auteure qui bosse beaucoup côté des livres jeunesse. Je donne pas son nom, mais bon, pas mal devineront. Elle tient un journal d'écriture irrégulier qu'elle poste sur les réseaux. Évidemment, en tant qu'auteur, ça nous concerne toujours, quelqu'un qui parle de son travail, de la matérialité du travail. Ce que je fais ici, à la limite aussi, moi, de mon côté. Et elle a cette phrase: j'ai terminé mon roman adulte. Puis là encore, c'est pareil, c'est-à-dire vous avez toute petite bascule de phrases, et on dirait que ça vous renverse, ça vous, bam, vous partez dans le dos à la renverse. Pourtant, littérature adulte, moi qui ai les cheveux blancs, autrefois, c'était plutôt les trucs que tu trouvais un peu louches, quoi, chez les marchands de journaux, les revues pour adultes. Et puis ça correspond en ce moment à une période où chaque matin, avant même les réseaux, ou de fignoler là, propulser ma petite vidéo Edgar Poe, 50 minutes, je me suis remis au texte, du texte pour le texte. Et même en ce moment, des contacts avec agents littéraires. Justement parce que tu me dis, comment tu organises le combat sur ces choses-là? Est-ce que tu peux encore jouer sur un tableau traditionnel, marchand, produit, épicerie, et puis ce que je suis hyper fier là de faire, mon Commonplace Book de Lovecraft, mon best-seller outil du roman, de plus appartenir. C'est-à-dire, quand tu écris, tu es libre. Pourquoi tu es libre? Parce que tu te dis, de toute façon, il peut se passer n'importe quoi à côté. Toi, tu vas continuer d'écrire et tu iras au bout de ce manuscrit. Et de toute façon, tu es noyé dedans. Ça tient pas. Et donc, il faut que tu avances, il faut que tu travailles, il faut que tu bosses et que tu bosses et que tu bosses. Ben, il y a très longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Le web, c'est ça qui est étrange. Comme c'est du flux, tu épuises par petite cuillère, et je les aime, ces petites cuillères. C'est-à-dire, si tu regardes les 3 tomes Pléiades de Henri Michaud, chaque fragment, chaque passage tient dans la petite cuillère. N'empêche que quand il a 80 balais, il y en a 3 tomes Pléiades. Donc c'est pas en tant que tel la brièveté et le flux une problématique. Mais tout d'un coup se dire, on passe à une forme plus grande, et donc une forme plus lente, et là tu dis, bah ouais, effectivement, tout ce contexte qui était le mien il y a encore 10 ans, ça n'existe plus, je connais plus personne. Et c'est bien réciproque d'ailleurs. Pourquoi je fais plus de critiques de livres? Je vais en refaire. Là, j'en ai 2 ou 3 en attente. C'est pas pour faire de la pub à des livres, c'est quelles questions tu t'étais pas posé que ces livres te font te poser. En particulier le dernier de Pierre Bayard. Donc j'attends un petit peu la fin de ces chroniques Edgar Poe et me referai 3-4 livres comme ça. Mais en même temps, tu sens bien que même les copains qui publient Minuit, Au Seuil et tout ça, ils ne me les envoient pas, les bouquins. C'est-à-dire que pour eux, tu fais le choix système traditionnel. Il y a cette espèce de truc, dire... Enfin, c'est comme ça, quoi. Mais l'idée qu'un jour, je passerai par un agent littéraire, ça m'aurait encore surpris il y a quelques années. Mais c'est le boulot qui appelle ça. Et c'est pour ça qu'elle m'a un peu choqué, cette phrase. J'ai terminé mon roman adulte. Alors que moi, tout d'un coup, depuis très longtemps, il y a quelque chose qui te prend, te saisit et te ramène dans l'écriture masse, l'écriture longue, l'écriture où tu te coltines physiquement quelque chose. Mais est-ce que c'est adulte? C'est pas roman, ça je le sais. Mais comment je me dirais, tu écris adulte, ou tu écris pour adulte?
Alors que justement, peut-être c'est ça. Dès que tu ouvres l'écriture, tu as l'impression que tu as tous tes âges à la fois. Quand tu ouvres l'écriture, il n'y a plus adulte. Non. Il y a tous les rêves que tu avais avant. Alors, merci l'envoyeuse de la phrase, parce que tu vois, elle m'a fait voyager. Enfin, c'était ça mon petit dernier point. La suite à demain, vous voulez bien? On continue comme ça. Et demain, ce sera un Edgar Poe encore.